Arlette, Oui, monsieur Mercadal. eh ben, je voulais vous dire que quand on sera 30, on pourra commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette séance de visioconférence sur le thème l'ordre public international de l'OHADA, qui sera animé par le professeur Barthélemy Mercadal, que beaucoup connaissent déjà, qui travaille sur l'OHADA depuis plus d'une vingtaine d'années, qui nous accompagne donc sur tous les grands sujets, grands ou petits sujets de l'OHADA, sujets juridiques du moins. Il a été pendant longtemps secrétaire général de l'IDEF, l'Institut international du droit d'expression et d'inspiration française. Aujourd'hui, c'est le professeur Jacques Decoq qui en est le secrétaire général, et le professeur Mercadal continue les activités scientifiques. Il s'occupe notamment de toutes les activités qui animent le site internet de l'IDEF. Et donc, il a pris cette initiative. Nous en sommes à la deuxième visioconférence. Il a pris cette initiative d'organiser de façon périodique des visioconférences, notamment pour les sujets. Enfin, il y a beaucoup qui se connectent depuis l'Afrique, mais c'est pour tous les pays. Aujourd'hui, nous avons énormément de pays de représenter, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons le Maroc aussi, nous avons la France, le Canada. Soyez tous les bienvenus. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Mercadal, mais sans avoir remercié avant le cabinet Atominsan qui assure le secrétariat et gère le rapport des webinaires de l'IDEF. Voilà, merci. Professeur Mercadal, vous avez la parole pour cet échange interactif, donc il s'arrêtera de temps en temps pour poser des questions. Soyez à l'aise pour intervenir quand il vous le demandera ou quand vous le souhaiterez. Merci. La parole est à vous, monsieur Mercadal. Merci Arlette, qui est ma fidèle collaboratrice à l'IDEF, et sans elle, je ne pourrais pas faire ces webinaires que je vous propose. Je remercie aussi toute l'équipe du cabinet SAM, Sylvain Mensato en entier, Sidi Akata et Akole, qui assurent l'intendance de l'opération. Le sujet que je vous propose est celui de l'ordre public international de l'OHADA, ou de l'ordre public de l'OHADA, pour élargir le sujet complètement. Il y a dans les termes mêmes de cet intitulé les éléments qu'il faut approfondir. On ne peut pas parler de l'ordre public dans l'OHADA sans avoir dit quelques mots tout de même sur l'ordre public lui-même, afin que l'on soit bien d'accord sur ce dont on parle et que vous compreniez ensuite mes observations. La définition de l'ordre public est très simple. C'est ce qu'il est interdit de faire d'une façon impérative. Autrement dit, nous, les particuliers, les sujets de droit, nous n'avons pas la possibilité d'enfreindre une règle d'ordre public. Si nous concluons un contrat, nous ne pouvons pas mettre une clause dérogatoire à cet ordre public. C'est très bien dit dans l'article 6 français, qui dit « On ne peut pas déroger aux lois concernant les bonnes mœurs et l'ordre public ». Cette définition est universelle. Dans tous les pays du monde, il y a un concept d'ordre public qui sert à protéger deux sortes d'intérêts. D'abord l'intérêt général du pays, et ensuite l'intérêt particulier de certaines catégories de citoyens de ce pays. C'est pourquoi un professeur français avait trouvé deux belles expressions pour dire ce que l'ordre public visait. Lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt général, on dit
que l'ordre public est de direction. Exemple de cet ordre public, la libre concurrence dans les pays. Par exemple, si on parle de la protection, c'est le cas où on va, par exemple, protéger le consommateur dans les contrats qu'il conclut avec les entreprises en particulier. Ces éléments-là, nous les retrouverons donc nécessairement lorsqu'on parlera de l'ordre public de l'OHADA. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un pays vit en lui-même dans ses frontières, mais il sort aussi de ses frontières pour pouvoir faire des échanges avec d'autres pays. Et dans ce cas-là, quel est l'ordre public que l'on va appliquer dans l'exercice de ces échanges? Cet ordre public, on a pris l'habitude de le baptiser ordre public international. L'expression est trompeuse, en ce sens que vous ne pouvez pas concevoir par là même qu'il y a un ordre public qui domine l'univers. Cet ordre public international, nous le verrons par la suite, c'est un ordre public qui protège les intérêts d'un État dans le commerce international. Les juges français disent qu'il est nécessaire dans les relations que la France entretient avec l'étranger de faire respecter telle ou telle règle. Voilà ce qu'est cet ordre public. Vous apercevez ainsi qu'il y a d'une part un ordre public national et un ordre public international, chacun a son domaine et l'un n'est pas l'autre, et qu'il y a un ordre public de direction qui est propre à la politique d'un État et un ordre public de protection, lequel va se retrouver aussi bien dans l'ordre public national que dans l'ordre public international, mais sans être exactement le même. Ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre à cet instant, c'est qu'il y a deux niveaux dans l'ordre public, le niveau interne aux frontières et le niveau externe aux frontières qu'on appelle international. Cet ordre public, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est généralement en vigueur dans tous les États du monde. C'est un moyen pour les États de protéger leur souveraineté et d'empêcher qu'on fasse sur leur territoire des opérations qu'ils condamnent, tant par les citoyens que par les étrangers. Cette règle universelle, vous pourrez la constater dans des documents qui vont être accessibles sur le site de l'IDEF, mettons dans 1 ou 2 semaines au plus tard, et qui sont le résultat de 50 annotations qu'une collaboratrice de l'IDEF qui s'appelle Corinne Boismain, qui est maître de conférence dans un établissement public parisien, grâce à la fourniture que nous ont faite des juristes ghanéens avec lesquels nous collaborons, ce qui me permet de vous dire au passage que les références auxquelles je vais faire allusion ne sont pas strictement françaises, elles vont être aussi africaines, car dans ces annotations que vous pourrez consulter, vous verrez qu'il y a des décisions de justice qui parlent de l'ordre public et qui émanent du Nigeria, pour une grosse part de l'Afrique du Sud ou pour une part plus restreinte du Zimbabwe. Bien entendu, on peut aussi se référer à l'ordre public de tous les pays qui participent au commerce international, et ceux qui viennent en exemple sont bien détaillés dans cet ouvrage, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle « Modèle universel de contrat d'affaires », qui a sur la fin une étude approfondie de l'ordre public, où on parle aussi de l'ordre public anglais. Cet ordre public, et c'est ce qui ressort
des décisions qui sont elles-mêmes données dans les décisions dont j'ai parlé tout à l'heure émanant des pays africains que j'ai cités, a un caractère coercitif, en ce sens que tout ce qui va violer l'ordre public va être nul lorsqu'il s'agit d'accorder la validité et lorsqu'il s'agit de faire exécuter une décision de justice ailleurs, va éventuellement servir à refuser le droit d'exécuter. Il faut noter aussi une caractéristique importante de cet ordre public, qu'il est adaptable à l'évolution de la société, puisqu'il représente ce qu'un pays ne peut pas supporter. En France, on dit que l'ordre juridique français ne peut pas souffrir telle solution. Donc, on va traduire ce terme en impossibilité de supporter la solution en cause, fait que, avec les évolutions de la société, ces modalités changent. Et par conséquent, il va par là même y avoir une modification continue de l'ordre public. Quelles sont les caractéristiques essentielles que nous allons maintenant essayer d'appliquer à la législation et à la jurisprudence de l'OHADA? Que doit contenir cet ordre public de l'OHADA? À mon avis, il doit comprendre, comme pour tous les pays du monde, ce qui est résolution de l'Organisation des Nations Unies. Parce que tous les États sont pratiquement membres de l'ONU et doivent se conformer aux résolutions de l'ONU. Et nous en avons pratiquement deux exemples. Le premier est né de la résolution qui a condamné l'Irak lorsque l'Irak, il y a 30 ou 40 ans, a envahi le Koweït. Cela a provoqué une grosse perturbation dans les échanges, car l'Union européenne, mais d'autres États, avaient des échanges avec l'Irak, et du jour au lendemain, ils ont été frappés par la résolution de l'ONU de l'interdiction d'exécuter leur accord avec l'Irak. L'Irak s'est défendu et a sommé les entreprises qui devaient lui apporter des fournitures ou des services de s'exécuter. À ce moment-là, les entreprises ont répliqué en invoquant la résolution des Nations Unies qui leur interdisait. Et plusieurs juridictions du monde, italiennes, finlandaises, françaises, notamment, que, bien entendu, vous pouvez trouver là, si jamais vous en avez le besoin ou le loisir. Ces juridictions ont considéré que la résolution des Nations Unies était impérative et devait être respectée par les États membres. Par conséquent, l'Irak a été privé du bénéfice d'invoquer la non-livraison par les entreprises du monde entier, autres que les entreprises irakiennes, de ne pas exécuter leur contrat. Par exemple, à cette époque, j'ai pu savoir que la société d'aviation française Dassault et même d'autres sociétés d'armement français avaient des contrats en cours avec l'Irak. L'Irak a demandé à Dassault de lui livrer les avions de chasse militaires qu'il avait pris l'engagement de lui vendre. Ces avions étaient sous hangar dans une commune à proximité de Bordeaux et ils y sont restés. Vous voyez comment une résolution de l'ONU peut avoir une répercussion sur un contrat. Donc,
il y a dans l'ordre public qu'on doit faire régner dans l'OHADA, évidemment, cet ordre public qui émane de l'ONU. Le deuxième exemple est plus proche de l'Afrique. C'est une résolution qui protège, comme le fait la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui protège les richesses nationales des pays africains. Et cette résolution, par la juridiction française Cour de Paris, a été reconnue d'ordre public. Et cette décision française s'est appuyée sur la résolution des Nations Unies pour refuser l'exéquatur à une décision de justice, plutôt une décision arbitrale qui n'en avait pas tenu compte. Vous voyez donc que comment l'état de droit progresse progressivement dans le monde, car on en arrive à s'appuyer sur les résolutions des Nations Unies. Souvent dans le public, on dit que c'est beaucoup de palabres pour pas grand-chose, mais en définitive, il y a des moments, et à force de faire des échanges, où on a l'occasion d'appliquer ces décisions. Je viens de vous en donner deux exemples concrets. Monsieur Mercadal, votre micro est coupé. Vous avez appuyé sur le micro. Vous pouvez débloquer votre micro. On ne vous entend plus, s'il vous plaît. Depuis quand ne m'avez-vous pas entendu? Après les deux exemples. Après les deux exemples. Donc, j'ai qu'une phrase à faire. Du deuxième exemple, je tire une autre conséquence, celle de savoir si, dans l'ordre public de l'OHADA, il faut inclure les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'OHADA a-t-elle ratifié cette charte? Je ne le sais pas. Et je n'ai pas pu faire la vérification parce que je me suis aperçu trop tard de la réalité dans laquelle ce problème pouvait se poser. Néanmoins, lorsque l'ordre public n'est pas défini, et nous verrons que c'est dans la plupart des cas, eh bien, le juge se sent libre d'aller le chercher là où il est. Et il se répand ainsi une sorte d'unanimité des juridictions dans le monde pour considérer qu'il y a des valeurs qui ont un caractère quasiment universel. C'est le cas de toute évidence des droits de l'homme. Le droit des peuples, ça concerne beaucoup plus l'Afrique. Donc l'OHADA peut très bien puiser là-dedans pour découvrir quelles sont les valeurs universelles protectrices de l'individu et des peuples en Afrique. Et par conséquent, puisque la Cour de Paris a fait application en quelque sorte de la charte à travers cette résolution des Nations Unies, les juridictions de l'OHADA peuvent aussi aller puiser dans la charte pour déterminer les valeurs essentielles qu'elle a à défendre. Si on descend d'un étage et qu'on abandonne le terrain de ce qui est universel, on va tomber sur le terrain strictement de la zone OHADA, c'est-à-dire des 17 États parties qui sont soumis à la législation de l'Organisation pour l'Afrique, d'harmonisation pour l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit. Là, on trouve un ordre public facilement accessible. C'est celui qui est écrit dans les actes uniformes. Dans les actes uniformes, il y a plusieurs dispositions qui nous disent que l'ordre public existe parce qu'elle se formalise, ces décisions, sous la forme d'un ordre public impératif et formel. On le reconnaît aux critères suivants.
lorsqu'une disposition commence à peine de nullité. Car vous devez savoir que l'ordre public, c'est là l'occasion de relever l'impact de cette à peine de nullité, l'ordre public concerne la validité des règles qu'on veut vous appliquer, des accords que vous avez passés par rapport aux règles qu'on va vous appliquer. Donc, par là même, tout ce qui ne touche pas à la validité d'une opération juridique n'est pas d'ordre public. L'ordre public, c'est simplement ce qui doit être conforme à la loi pour qu'un accord, on va parler désormais surtout en regardant le contrat, donc je dirais toujours désormais le contrat, pour qu'un contrat soit appliqué, soit applicable et puisse recevoir, le moment venu, l'exécution forcée dans un pays où on veut l'exécuter. Je vais m'arrêter un instant pour voir s'il y a une question que vous voudriez me poser. Qui veut prendre la parole? Vous aurez une question pour éclairer un peu plus ce que je viens de dire. Jean-Gabriel Senghor, que j'ai l'habitude de lire, est-ce que vous voyez une question à me poser? Personne? Sinon, il y a Boubacar Diambo qui lève la main. Eh bien, alors, qui pose... Où est-il, Boubacar? Je vois, il est là, je l'ai sous... Oui. Boubacar, allez-y. Je vois pas son image. Oui, vous allez le voir, il va parler là, vous allez le voir. Oui, je vous écoute, Boubacar. Ce n'est pas vraiment pour poser une question, mais je crois que c'est simplement pour suggérer une réponse à une interrogation que vous avez faite lors de votre question. Vous avez dit que vous ne savez pas si l'OADA a signé disposition de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, donc, je pense que l'OADA, en tant qu'organisation internationale, on n'a pas entendu Boubacar. Moi, je vous comprends mal. Vous l'avez compris, Arlette? Non, il va reprendre. Je suis en train de lui demander de reprendre. Et parlez plus distinctement, parce que je ne vous ai pas compris. J'ai mal compris l'audition. Hein. OK. Vous vous êtes demandé que vous ne savez pas si l'OADA avait signé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Oui, allez-y. Oui, oui. Voilà. Donc, je dis que l'OADA, en tant qu'organisation internationale, je ne pense pas qu'elle puisse signer un acte, mais plutôt les États membres de l'OADA ont signé la Charte africaine des droits de l'homme. Je crois avoir compris. Je vais parler sous contrôle d'Arlette qui me complétera si je me trompe dans l'interprétation de votre question. Est-ce qu'il a fini d'intervenir? Je n'ai pas encore fini. Oui. Ah, pardon. Non, mais je peux déjà répondre à cette question, il vaut mieux. Non, je veux dire que les États qui ont signé la Charte africaine des droits de l'homme, oui, oui, serait applicable à ces États-là l'ordre public qui émane de la Charte africaine des droits de l'homme. Par conséquent, si la CCJA aura à trancher des questions dans lesquelles l'ordre public émanant de la Charte africaine des droits de l'homme pose problème, et que c'est la question soumise à la CCJA concerne les États qui ont signé la Charte africaine des droits de l'homme, je crois que l'ordre public émanant de la Charte africaine des droits de l'homme, dans ce cas-là, devrait être appliqué à ces pays-là. D'accord. J'avais compris votre question. Et je vous ai dit que, à mon avis, les juridictions de l'OADA peuvent puiser dans la charte. Le fait que la charte soit ratifiée par chacun des 17 États contribue bien entendu à légitimer l'interprétation que les juges peuvent faire de son application. Mais c'est moins direct que dans les exemples que j'ai cités à propos de l'ONU.
les États membres de l'OADA sont membres de l'ONU et de l'ONU, ils reçoivent des ordres directs par les résolutions et ils sont acceptés de s'y soumettre. Par conséquent, la juridiction de l'OADA qui rencontrerait les problèmes dont j'ai donné des exemples aurait à se soumettre à la décision, à la résolution qui serait invoquée devant elle. On pourrait faire le même raisonnement pour la Charte des droits de l'homme en disant que tous les États l'ayant ratifiée, elle s'impose. Mais elle ne s'impose pas directement parce qu'elle ne dit pas il faut être exécuté, tandis que les résolutions de l'ONU disent qu'elles doivent être exécutées. Vous voyez la simple différence. C'est une nuance, mais c'est ça le droit. C'est bien serrer le raisonnement juridique pour arriver à la solution qui est la plus conforme à la situation. Donc, je dirais, on exécute les résolutions de l'ONU en s'y conformant et on se conforme à la charte par interprétation. Voilà. C'est d'accord? C'est ce que vous vouliez dire, je pense. Très bien. Y aurait-il une autre question? J'ai une autre intervention. Monsieur Ameovic. Merci beaucoup. Il y a bien sûr une question à poser au professeur. Lors de sa définition de la notion d'ordre public, elle a dit qu'il s'agit de ce qui n'est pas supportable par une société par rapport à son évolution. Mon inquiétude porte sur le fait que l'OADA est constitué de plusieurs sociétés. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir un ordre public de l'OADA alors qu'on a au sein de l'OADA plusieurs sociétés? En gros, comment se définir l'espace de l'ordre public de l'OADA? Merci beaucoup. Je vais vous le définir rapidement, mais je comptais le faire plus loin. L'ordre public de l'OADA s'impose à toutes les juridictions qui jugent en vertu de l'OADA. Autrement dit, dès lors qu'on doit rendre une décision en vertu de la compétence qu'a reçue la juridiction, notamment la CCJA, parce que ça, c'est des questions qui montent jusqu'à la Cour de cassation et un peu la Cour suprême, eh bien, il faut avoir le moyen de dégager la solution et puisque cette législation doit être appliquée. Donc, toute juridiction de l'un des 17 États membres, ou plutôt États parties, comme on dit, toute juridiction de l'un de ces États est tenue de définir et d'appliquer l'ordre public de l'OADA qu'on est en train de construire. Voilà la réponse. En tête, vous avez la CCJA, puisqu'elle est compétente que pour ça. Mais les tribunaux et les cours d'appel des États parties, lorsqu'ils appliquent la législation OADA, peuvent avoir à apprécier ce qu'est l'ordre public de l'OADA. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, professeur. Ben, je continue. Arlette, on peut continuer? Il y a une question, il y a une intervention et puis après on pourra continuer si vous le voulez bien. Madame Mallet. Je vais la prendre puisque c'est interactif. Oui, débloquez votre micro s'il vous plaît, Madame Mallet. Mais comment? Le mien est débloqué. Oui. Non, je parlais à l'interview. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Oui, bonjour, professeur. Dans votre propos introductif, vous avez parlé d'un ordre public interne et d'un ordre public international. On a l'impression que vous n'avez pas vraiment déterminé les domaines d'intervention de chacun. Non, mais je vais le faire plus loin. D'accord. Je vais vous le faire quand je vais parler de l'ordre public à faire régner dans l'OADA. Je me suis réservé de vous le préciser à ce moment-là, puisque le sujet, c'est quand même l'ordre public de l'OADA. Donc, vous allez l'avoir tout à l'heure. Si je n'ai pas assez précisé ma pensée, vous pourrez toujours me reposer la question. Hein? On va donc continuer. On peut continuer, Arlette? Merci. Oui, on peut continuer. Et si vous pouvez baisser les mains, Madame Mallet, Monsieur Ameovic. J'ai vu Madame Tatiana Agnès qui avait levé la main, mais
c'est baissé. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, on peut Et continuer. qui les garde pour la fin. Voilà, on peut continuer. Ou peut-être qu'ils auront la réponse au fur et à mesure que l'exposé va avancer. Vous avez la parole, oui. Je vous disais donc que on va apprécier si une règle est d'ordre public à partir de la forme de la disposition qui la contient. Donc, la première expression était à peine de nullité. La deuxième expression qui va vous faire penser qu'elle est d'ordre public, c'est lorsqu'elle est sanctionnée par cette nouvelle sanction qui monte dans la législation française notamment, mais qui peut se revoir dans tous les pays que j'appelle de culture juridiste civiliste, c'est-à-dire tout pays qui a un droit écrit dans un code, ce qui est bien le cas de toute l'Afrique francophone et non de l'Afrique common law, Afrique anglophone. Par conséquent, si vous voyez écrit dans un texte des actes uniformes, pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait, mais à l'avenir, toute violation de cette règle sera réputée non écrite, eh bien, c'est une signification que la règle est d'ordre public, car elle concerne aussi la validité. C'est une autre forme de sanctionner l'invalidité. On sanctionne l'invalidité à la fois par la nullité et par le réputé non écrit. Vous avez encore une troisième expression pour identifier formellement l'ordre public, c'est la disposition qui dira à l'exclusion de toute convention contraire. Ben, ça, c'est évident. Si on ne peut pas faire de convention contraire, on vous traduit exactement l'article 6 du Code civil. Nul ne peut déroger aux lois qui concernent l'ordre public. Ben là, on vous interdit de déroger, c'est donc que c'est d'ordre public. Et puis, il y a encore une autre, quatrième formulation, c'est lorsque vous lisez « nonobstant toute autre loi ». Ça veut dire que cette loi-là, un État la considère comme imparable. Elle doit être absolument respectée. Alors, dans ce cas-là, madame, je peux rejoindre déjà en partie votre question pour lui répondre. Si on vous dit, quelle que soit toute autre loi, ça va être une loi d'un pays étranger ou même de votre législation. Elle peut dire le contraire, mais si une législation étrangère dit le contraire, ça sera de l'ordre public international. Vous avez compris? Bon, vous me faites un signe de tête, c'est bien. Voilà comment on identifie l'ordre public formellement. Je résume, à peine de nullité, réputé non écrit. Le micro est à nouveau coupé, M. Mercadal. Je ne le touche pas, ou alors je ne m'en rends pas compte. Oui, certainement. Je résumais, pour identifier l'ordre public formel, c'est à peine de nullité, réputé non écrit, interdiction de toute convention contraire et nonobstant toute autre loi. Voilà les formules que l'on trouve de ci, de là. Et si vous voulez vraiment approfondir l'ordre public, ce que je vous conseille, parce que tout ce qui n'est pas d'ordre public n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le code. Tous les articles du Code civil français ne sont pas d'ordre public, il n'y en a que quelques-uns. Et vous savez comment on appelle les autres qui ne sont pas d'ordre public? Qui peut le dire? Il y a quelqu'un qui est candidat pour le dire? Ah oui, il y a attendez, Adama. je vous affiche une seconde. Hein. Alors, non, le monsieur qui voulait poser la question. Il y a Adama Koulibaly, et puis il y a Boubacar. On va laisser la parole à Adama peut-être. Adama.
Non, mais c'est vous que j'ai, quand j'appuie sur intervenant, afficher l'intervenant, c'est vous qui venez. Parce que c'est moi qui suis en train de parler. Il faut voir les personnes qui ont levé la main. Vous voulez jouer la star, alors. Les personnes qui ont les mains levées. Où elle est cette main levée que je la vois? Vous verrez ça sur votre écran, là où il y a la participation. Sinon, Adama, allez-y. Bonjour, professeur. Alors, Bonjour. je dirais que toutes les règles qui ne sont voilà, pas... très bien. Donc, je dirais que toutes les règles qui ne sont pas d'ordre public sont censées être des règles supplétives. Exactement, exactement. Vous avez tout dit. Mais il faut vous pénétrer, ça c'est quelque chose qui est fondamental. C'est qui explique qu'on parle de l'ordre public. Mais dans l'enseignement français notamment, on ne met pas ça en première ligne. Et je crains aussi, à travers les échanges que j'ai eus avec des étudiants qui vont devenir avocats au Ghana, qu'il en soit de même dans les universités anglophones. On n'a pas d'enseignement public policy dans les pays anglophones, comme on n'a pas en France un vrai cours d'une année, au moins de plusieurs heures sur l'ordre public. Parce que là, je fais l'économie de toutes les références que je pourrais vous citer. Et si je devais les donner, vous pourriez avoir une véritable ressource. Peut-être qu'après l'enregistrement, nous verrons avec Arlette jusqu'à quel point on peut étoffer ça avec des références. Mais tout ce que je vous dis repose sur des décisions de justice. Vous pouvez me faire crédit, et à travers Arlette qui peut se porter caution, que je ne fais pas de déclaration en l'air. Donc, merci d'avoir dit que tout ce qui n'était pas d'ordre public était supplétif. Ça veut dire que, je vais employer un peu un mot vulgaire, mais qui va bien dire ce que c'est, vous pouvez vous asseoir dessus. Le supplétif, on l'applique si on veut, sinon on ne l'applique pas. Car supplétif veut dire que la loi va vous aider à mettre des clauses dans votre contrat auxquelles vous n'auriez pas pensé vous-même, mais qui peuvent être utiles. Donc la loi vous donne un régime, mais si vous voulez, vous faites vous-même le régime, sauf l'ordre public. Voilà. Ça, c'est la signification profonde de la portée de l'ordre public. À côté de l'ordre public formel, vous allez trouver l'ordre public tacite. Et c'est le plus important. Car le législateur, sauf les circonstances où il veut vraiment marquer la solution qu'il donne et qu'elle soit respectée, se sert pas très souvent d'une des 4 expressions que je vous ai données. Que font alors les tribunaux lorsque, devant eux, un plaideur va dire « la clause qu'on a mise dans notre contrat, je plaide qu'elle n'est pas valable parce qu'elle est contraire à l'ordre public ». La juridiction saisie, comme vous savez en droit, on l'appelle la juridiction du fort, FOR, c'est-à-dire la juridiction saisie. Cette juridiction va automatiquement s'interroger sur ce qu'est l'ordre public qu'elle doit appliquer, puisqu'il y a un plaideur qui l'a invoqué. Et elle est obligée de lui répondre, car si elle ne lui répond pas, elles seront coupables de quoi? Il n'y a pas une main qui se lève là? Oui, il y a une main qui s'est levée. Déni de justice. Oui. Un déni de justice, c'est très bien. C'est très juste. C'est Boubacar qui a répondu. Très bien, c'est tout. Déni de justice. Vous avez aussi au Code civil français de procédure un article 12 qui dit, entre l'alinéa 1 et 2, le juge doit appliquer le droit et il doit rectifier tout ce qui est mal qualifié. Par conséquent, il est obligé de le faire. Si un plaideur lui dit « ça, je le qualifie d'ordre public », il a l'ordre de l'article 12
alinéa 2 du Code de procédure civile français, de lui dire ce qu'est l'ordre public. Et là va apparaître la grosse difficulté. Parce que où va-t-il le trouver puisque la loi ne le lui dit pas directement et formellement? C'est pourquoi vous allez constater, si vous utilisez l'ordre public comme je l'utilise moi-même, vous allez vous heurter à la réaction suivante. Celui à qui vous allez le dire va vous dire « mais c'est quoi l'ordre public ?» Alors, dans son esprit, quand il vous pose la question « c'est quoi ?» c'est un moyen de dire on ne va pas l'invoquer puisqu'on ne va pas savoir ce que c'est. Est-ce que vous voyez bien la portée de la question? Puisque vous devez dire ce qu'est l'ordre public, mais qu'on ne vous le dit pas et que vous devez l'inventer vous-même, votre interlocuteur va plaider non, ce n'est pas d'ordre public, on ne sait pas ce que c'est l'ordre public. Il dira ça au juge. Donc ça n'avancera pas beaucoup le juge. Et dans cette condition-là, le juge doit pourtant se déterminer, et à mon avis, il va se déterminer selon le processus que je vais vous décrire. Le processus commence par dire ce qu'il faut considérer comme étant de l'ordre public, en appliquant la définition de l'ordre public. Je vous ai dit que l'ordre public, c'était tout ce qui commandait la validité d'un contrat. On reste toujours sur l'exemple du contrat, car c'est surtout là que ça se pose. Or, toutes les règles qui sont impératives ne concernent pas la validité du contrat. Par exemple, le code pénal, il existe, c'est une loi. Avec le code pénal, on vous met en prison, éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus impératif que le code pénal? Et dans les décisions de common law auxquelles j'ai fait allusion, notamment Afrique du Sud, il y a un exemple où la Cour dit « Celui qui a été condamné à l'étranger, eh bien, je ne peux pas accepter qu'il m'invoque un droit à moi. Puisqu'il a déjà été condamné, il est irrecevable devant une cour d'Afrique du Sud. » Ce n'est pas la position française. La position française dit, est-ce qu'il a été condamné pour avoir violé la validité d'un contrat? Vous voyez la subtilité? Il faut toujours chercher si la règle en question concerne la validité d'un contrat. Et pourquoi en France, on ne dit pas, par exemple pour l'escroquerie, l'abus de confiance, qui partent de contrats, pourquoi on ne dit pas que c'est automatiquement de l'ordre public? Parce qu'on a le concept, et ça je ne peux pas vous dire ce qu'il en est en common law, mais en France on a le concept de ce qu'on appelle, quand une discipline juridique ne peut pas en chevaucher une autre, on dit qu'elle est, je vous laisse un peu réfléchir, il y a le droit pénal, il y a le droit civil. Si le droit pénal ne s'impose pas au droit civil, on dit que les solutions du droit civil ne valent pas pour le droit pénal et les solutions du droit pénal ne valent pas pour le droit civil. Mais si on veut englober ça d'un seul mot. On dit que le pénal tient le civil en l'état. Comment? Répétez, s'il vous plaît. Que le pénal tient le civil en l'état. Non. Je n'ai pas bien saisi la question. Ah bon, très bien. Quand une disposition est sanctionnée comme une infraction et qu'elle a été violée à travers un contrat, est-ce qu'elle est automatiquement par rapport à ce contrat d'ordre public? Vous comprenez la question là maintenant? La jurisprudence française dit non. La jurisprudence d'Afrique du Sud, dans un cas, a dit oui. Et vous, vous diriez quoi? Alors, focaliser un peu sur les droits marocains pour répondre.
en Bon, je vais droit marocain, on répondre. dit, C'est difficile comme question, mais c'est ça le droit. Il y a Adama qui est en train de parler, monsieur Mercadal. Peut-être doit-on le laisser aller au bout de sa phrase? Excusez-moi. Allez-y. Merci. Initiez votre phrase. Mais j'ai cru comprendre ce qu'il voulait me dire. C'est pour ça que je peux vous répondre ou vous voulez continuer votre phrase? D'accord. Donc, je disais que, par exemple, en droit marocain, on dit que le contrat, donc dans une formule générale, on dit que le contrat, c'est la chose des parties, à condition que les contractants respectent l'ordre public, la loi et les bonnes mœurs. Donc, ce qui sous-entend que chaque fois qu'il y a violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs, le contrat sera sanctionné par la nullité. Oui, mais est-ce qu'il ne sera pas valable au sens civil parce qu'il a donné lieu à un abus de confiance ou à une escroquerie à laquelle X ou Y serait condamné? C'est ça la question. Vous la comprenez maintenant? La réponse est très délicate. Et elle est délicate parce que vous n'arrivez pas à saisir l'expression que je voudrais que vous trouviez par vous-même. Ça prouverait que vous avez compris. Je reprends. Dans l'infraction d'abus de confiance, il y a un contrat. Il y en a un qui a trompé l'autre. En droit civil, il y a commis un dol. Oui. Mais au regard des règles du Code civil, du dol. En droit pénal, il a commis un abus de confiance. Alors, je dirais, en ce qui concerne le droit civil, je dirais qu'il y a seulement cas de nullité relative. Non, c'est pas ça. Il y a en jurisprudence française une solution pénale et une solution civile. Dans ce cas-là, on va dire que ces deux droits sont, puisque l'un ne peut pas réagir sur l'autre. Le spécial l'emporte sur le général. On a assez creusé, je vais vous donner la réponse. Ces deux droits sont autonomes l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'un ne dicte pas sa loi à l'autre, et réciproquement. Donc, le contrat peut être retenu pour qualifier l'abus de confiance, et au civil, on va dire c'est pas un dol. On pourrait dire. Allez-y, votre question. Oui, Adama, si vous permettez, il y a Madame Malé qui demande la parole, qui veut intervenir depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si... Allez-y, Madame Malé. Justement, je voulais parler de l'autonomie des deux disciplines. Pour trouver le mot que le professeur cherchait tout à l'heure. D'accord, c'est parfait. Désolée de vous avoir donné la parole trop tard. Bon, la réponse est faite. D'accord. Parfait. Excusez-nous. C'est pas tout à fait quand on est en face dans une même salle, c'est plus facile. Bien. Ce qui veut donc dire que la sanction pénale, la sanction disciplinaire ou la sanction déontologique, et on voit en France souvent des problèmes au sujet des architectes en ce domaine. Ils invoquent, pour ne pas être condamnés au civil, les obligations du code de déontologie des architectes. Leur réponse est un droit autonome, donc nous on juge en civiliste. Voilà. Deuxièmement, je reprends ce que je vous ai dit, pour bien que ça rentre dans vos esprits. Vous ne devez donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que la disposition qu'on m'oppose, si elle est ni pénale, ni disciplinaire, ni déontologique, intéresse la validité du contrat ou non? Si elle n'intéresse pas la validité du contrat, eh bien, il n'y a pas matière à ordre public. J'espère que ça c'est bien compris pour tout le monde. Alors, on va continuer. Une fois que vous avez exclu ce qui ne relève pas de l'ordre public, ça veut dire qu'il y a des règles quand même qui vont en relever. Mais comment vous allez vous livrer en présence de tel ou tel article du Code sur son caractère d'ordre public ou pas? À ce moment-là, vous devez revenir à la définition fondamentale que je vous ai donnée en commençant de l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui limite la liberté contractuelle. Nous sommes d'accord?
Or, la liberté contractuelle, c'est une règle en France quasi constitutionnelle. Elle est exprimée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en des termes qui sont très frappants. Ce qui n'est pas interdit peut être fait, a traduit la Cour de Bordeaux en 1989. Et les tribunaux reconnaissent souvent l'existence d'une faculté en relevant notamment rien n'interdit. Vous trouvez ça dans le code dans les arrêts du Conseil d'État comme de la Cour de cassation. Et vous le trouvez même dans les législations de common law à travers les exemples dont je vous ai parlé. Donc, il s'ensuit que l'ordre public doit être interprété restrictivement et pas extensivement. Parce que si vous interprétez extensivement, vous nuisez par là même à la liberté contractuelle. Vous nuisez à une liberté. Depuis la réforme du droit des contrats, en France, c'est très bien dit, dans l'article 1102. Chacun est libre de contracter, c'est-à-dire de choisir son contractant, de convenir avec lui du contenu du contrat et des conditions d'extinction. Donc, tout est couvert. Et par là même, ce qui vient après, c'est toutefois, il ne doit pas violer l'ordre public. Donc, vous avez une directive très claire. Et je dirais à Madame Nils Mallet que là, je peux lui donner une autre réponse à sa question du domaine de l'ordre public international, à savoir que dans toutes les juridictions du monde, sur le plan international, on applique une conception encore plus restrictive de l'ordre public. Pas au nom de la liberté, mais au nom de la fluidité des échanges internationaux. C'est parce que l'on considère que la liberté du commerce entre nations est favorable aux intérêts des nations qu'on ne condamne pas, ou plutôt on n'adopte pas un ordre public très strict. C'est dit dans les décisions françaises, c'est dit dans toutes les décisions de juridiction de common law qui ont l'occasion de statuer dessus. Donc, d'abord, faveur aux échanges, donc faveur à la liberté de construire un contrat international. Et par là même, il se dégage qu'à travers la masse des décisions que l'on peut voir, qu'il est, comme a dit un jour la Cour suprême d'Autriche, il y a quand même des règles universelles qui s'imposent parce qu'elles sont partagées par le monde entier. Qui peut dire qu'il est contre la fraude? C'est difficile. Qui peut dire qu'il est pour le dol? Tous ceux qui sont victimes du dol ne vont pas vous dire que oui. Qui peut dire qu'il est pour la corruption? Qui peut dire qu'il est pour les comportements indignes? Qui peut dire qu'il est qu'il est pour les solutions disproportionnées? Ça, c'est un nouvel élément de l'ordre public qui est en train de prendre naissance, notamment en France, depuis une quinzaine d'années. Une disposition ne doit pas être appliquée d'une façon choquante et disproportionnée par rapport à l'intérêt en jeu. En France, ceci a été discuté surtout pour la défense du droit de propriété. À un certain moment, les tribunaux, très attachés au droit de propriété, c'était la philosophie du 19e siècle et même largement du 20e siècle, estimaient qu'un empiètement sur la propriété d'autrui était intolérable. Et on a fait détruire des constructions qui empiétaient de 0,90 mètres carrés, 0,90 arts.
ou centimètres carrés même. Donc, on a commencé après progressivement à s'apercevoir que c'était des solutions qui étaient absurdes et qu'on pouvait très bien, pour éviter la démolition, verser une indemnité à celui à qui on avait pris un bout de terrain. Il suffisait de lui payer ce bout de terrain. Et c'est cette nouvelle notion de la proportion de la décision et de son contenu par rapport à l'enjeu du litige. Vous comprenez bien que si on vous dépasse de quelques centimètres, vous n'allez pas en mourir. Il faut voir les choses comme ça. Et le juge, à ce moment-là, il vous dit, si condamner à la démolition un immeuble entier pour cette raison, c'est gâcher des ressources économiques. C'est faire un gaspillage des ressources économiques. Voilà comment le juge va se guider pour trouver les solutions. On peut remplir des pages, et elles le sont dans ce livre, sur les exemples où les juges ont dit c'est d'ordre public ou ce n'est pas d'ordre public. Par exemple, dans ce que je vous disais il y a quelques instants du Common Law, on a reçu un paquet de 47 décisions sur l'ordre public entre l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Zimbabwe. En France, c'est presque constamment qu'on voit des décisions de cette nature. Dans les exemples que j'ai cités, c'était un intérêt national et général, une valeur universelle comme la fraude, le dol, etc. Dans le domaine individuel, de l'intérêt individuel, les juges font le même raisonnement. Est-ce que la disposition violée par le contrat porte-t-elle une atteinte intolérable à l'intérêt d'un des deux contractants? C'est l'ordre public de protection. Par exemple, c'est comme ça qu'est né tout le droit de la consommation en France et qui se répand dans le monde. C'est aussi le droit de l'Union européenne, donc de 27 États. Les Anglais l'appliquent aussi. Et on trouve même dans les exemples qu'on a reçus, pas dans les 47, dans les 3 autres, une décision du Nigeria qui fait allusion directement au contrat d'adhésion et qui dit que ce contrat d'adhésion ne peut pas être imposé à une partie qui n'a pas pu le discuter lorsque c'est intolérable pour elle et qu'elle perd trop. Est-ce que c'est bien compris cette dialectique? Qui dirait non? Je peux continuer? Je suppose que vous avez tous compris. On arrive ainsi à fixer l'ordre public de droit commun de l'OHADA, ce que nous venons de dire. Et je résume ce que ça comporte. C'est l'ordre public des actes uniformes, formellement ou tacitement, en fonction du raisonnement que nous venons de mener. Mais il y a autre chose dans l'ordre public de l'OHADA. Il y a une législation de la réception des sentences arbitrales. Et la réception des sentences arbitrales dans la zone OHADA est soumise à 2 séries de dispositions distinctes mais qui convergent vers la même notion. Vous l'avez d'abord dans le règlement d'arbitrage de la CCJA et vous l'avez ensuite dans l'acte uniforme arbitrage. Dans les 2 cas, on vous dit on ne peut pas faire exécuter une sentence dans la zone OHADA si on constate que cette sentence, par la décision qu'elle a prise,
viole l'ordre public international. Point à la ligne. Donc, il y a deux séries de dispositions de l'OHADA pour s'opposer à la sentence, ou à la réception plus exactement de la sentence, dans l'ordre juridique de l'OHADA. Là, faites attention, ne confondez pas ordre public et ordre juridique. L'ordre juridique, c'est tout le système juridique d'un pays. L'ordre public, c'est quelques dispositions de cet ordre juridique. Il faut bien voir ce que les mots veulent dire. Donc, il faut d'abord qu'on ait, pour que le problème se pose, une sentence. Une sentence, c'est la décision d'un tribunal arbitral. Je pense que vous savez tous grossièrement ce qu'est l'arbitrage. C'est une justice privée rendue par des arbitres qui sont désignés par les parties. Comme c'est une justice privée et pas d'un tribunal étatique qui exerce la souveraineté au nom du peuple de ce pays, au nom du peuple français, au nom du peuple togolais, etc., etc., nous jugeons que. Donc, il y a une délégation de la souveraineté à la justice pour qu'elle statue souverainement au nom de l'État. Dans l'arbitrage, on se soustrait à cette juridiction étatique pour faire un tribunal privé de vous, de moi, c'est d'Arlette qu'on mettrait présidente, et la solution prise par ces trois juges, qui sont trois arbitres, on ne dit plus juges, ce sont des arbitres, comme elle émane de particuliers, elle ne peut pas être dite au nom du peuple d'un pays. Elle n'exprime pas la souveraineté. Par conséquent, il faut la recevoir dans l'ordre juridique où on veut la faire exécuter. Et à ce moment-là se posent deux problèmes. Est-ce que la sentence a statué en vertu d'un contrat qui donnait par exemple à M. Koulibaly une créance que Mme Mallet devait devoir en débitrice? Mme Mallet, si elle est poursuivie en exécution par M. Koulibaly, va lui répondre « mais la sentence n'est pas recevable dans mon pays, je ne sais pas d'où elle est du Maroc peut-être ?» Du Cameroun, pour ça. Du Cameroun. Du Cameroun. Elle n'est pas recevable au Cameroun parce qu'elle est contraire à l'ordre public et même à l'ordre public de l'OHADA. Et à ce moment-là, fermez les micros, oui. À ce moment-là, il faut donc apprécier si cette sentence est valable. Comme M. Koulibaly veut sa créance et qu'il l'estime valable, il va faire un acte de poursuite auquel vous allez vous opposer en lui répondant par un recours en annulation de la sentence pour violation de l'ordre public. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faudra dire ce qu'est cet ordre public. C'est là que l'acte uniforme, comme le règlement de la CCJA d'arbitrage, dire la sentence ne doit pas être contraire à l'ordre public international. C'est trois mots et pas plus. Supposez que la sentence soit reconnue valable par la juridiction qui a statué sur sa validité. Et la juridiction qui est compétente, là on rentre dans les complications, pour statuer sur sa validité, c'est celle du lieu où le tribunal arbitral a eu son siège. Donc, si le siège du tribunal arbitral est à Alger, pays tiers, par exemple, par rapport à vos deux pays sud-africains, de l'Afrique du Sud, de la partie sud de l'Afrique, eh bien, il faudra voir pourquoi
la juridiction à laquelle on a demandé de statuer sur la validité a trouvé qu'elle était conforme à l'ordre public, qu'elle doit faire régner, puisque c'est elle qui est compétente pour vous refuser l'annulation. À supposer que la juridiction vous la donne, la validité de la sentence, elle a été rendue à Alger, mais vous voulez l'exécuter au Cameroun. À ce moment-là, vous devez demander au Cameroun l'exéquatur de la sentence. Et vous n'aurez l'exéquatur, ce qui veut dire qu'il soit exécuté, un juge tolère qu'elle soit exécutée, donc elle est intégrée à l'ordre juridique du Cameroun par l'exéquatur. Mais l'exéquatur doit être donné que si la sentence est conforme, encore une fois, tant par le règlement d'arbitrage de la CCJA que par l'acte uniforme, doit être conforme à l'ordre public international. Voilà la formule qui va commander l'efficacité de l'arbitrage dans la zone OHADA. Conformité à l'ordre public, d'une part pour assurer la validité de la sentence et d'autre part pour autoriser son exécution au Cameroun. Si vous voulez que je redise quelque chose là-dessus, je pense que je vous donne la parole pour poser une question. Parce que ce n'est pas simple. C'est Koulibaly qui a demandé la parole? C'est ça. Oui, professeur. Alors, je vous écoute. Alors, professeur, très intéressant votre développement. Maintenant, la question qui se pose, dans ces cas d'espèce, le juge qui sera appelé, par exemple, à vérifier la conformité donc, de la sentence arbitrale donc, à l'ordre public international, comment ce juge va procéder, comment est-ce qu'il va identifier cet ordre public international, et parce que nous avons vu qu'il y avait les éléments d'ordre public formels et il y avait aussi des éléments d'ordre public qui étaient tacites. Donc, dans ce cas, quels sont en général ou en pratique, comment est-ce que le juge procédera pour identifier donc cet ordre public et pour se prononcer? Je vous remercie. Bien entendu, votre question est légitime, mais c'est ce que je compte vous dire maintenant, ou essayer de vous faire comprendre maintenant. Bien entendu, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas la peine que je répète vos propos, il faudra que le juge dise ce qu'il trouve être d'ordre public international. Et par hypothèse, c'est un juge de l'OHADA, parce qu'on veut faire reconnaître la validité et obtenir l'exécution de la sentence dans un des 17 États parties de l'OHADA. Ici, il va falloir faire des distinctions, parce que la sentence, elle peut avoir été rendue, j'ai évoqué Alger, mais elle peut venir de New York, de Paris, de Londres, de n'importe où au monde, même de Moscou. Par conséquent, cette sentence, qu'elle soit soumise à un ordre public international, on le comprend. Puisqu'elle est elle-même internationale, elle concerne des pays différents. Eh bien, le juge, à mon avis, doit d'abord s'interroger sur, une fois qu'il a vérifié le caractère international et qu'il a vérifié qu'on lui demandait d'abord la validité, il doit voir si le contrat n'est pas contraire à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'ordre public des actes uniformes à caractère interne. C'est-à-dire, il va être obligé de vérifier si ça ne viole pas une résolution des Nations Unies, si ça ne viole pas la charte des droits de l'homme en Afrique. Tous ces éléments sont faciles à identifier. Si le contrat est contraire à l'ordre public d'un acte uniforme, ce
n'est pas un ordre public international, parce que l'acte uniforme n'a vocation à s'appliquer que dans les États parties. Mais le juge, lui, il est libre, puisqu'on ne lui a pas dit s'il devait l'appliquer dans l'ordre international ou pas. On lui dit, ça ne doit pas être contraire à l'ordre public international. Vous ne pouvez pas empêcher la CCJA de penser que même une disposition qui n'est pas réputée d'ordre public par l'acte uniforme n'est pas d'ordre public. Et inversement, vous ne pouvez pas l'empêcher de penser aussi que la disposition qui est d'ordre public pour chaque État partie, elle ne l'est pas lorsqu'il y a sentence arbitrale internationale. C'est difficile, là. Est-ce que c'est compris? Ça ne vient pas tout à fait sous le sens. Alors, pour savoir ce que le juge va décider en définitive, après la résolution des Nations Unies, après la charte, à mon avis, il doit consulter le traité de l'OHADA. Car les actes uniformes, la CCJA, tout ce qui s'ensuit, tout l'ordre juridique de l'OHADA repose sur le traité. Donc, quels sont les buts du traité, puisque l'ordre public, ça défend ou l'intérêt général de la zone, OHADA, ou ça défend un intérêt particulier d'un citoyen d'un État partie, n'importe lequel. Et à votre avis, quels sont les objectifs du traité de l'OHADA? Ça, vous pouvez répondre. Alors, parmi les objectifs du droit OHADA, en tout cas, on a la sécurité juridique et ensuite, on a l'intégration économique des pays membres et afin de faciliter l'investissement. Très bien. Ce qui est capital, c'est le dernier mot qui n'est pas vraiment écrit dans le traité, mais qui était dans les travaux préparatoires et qui se déduit de l'article 1 du traité, qui dit qu'il faut envisager une harmonisation conforme aux économies des États parties et à l'économie donc de la zone globalement. Par conséquent, si la disposition violée est même une disposition d'un acte uniforme, le juge peut la rendre d'ordre public parce qu'il peut dire dans l'ordre international, ça mérite d'être respecté. Mais ça, c'est le juge qui va le dire. Donc, c'est la CCJA qui va le dire. D'un autre côté, si on a dit pour une question de forme, cela est d'ordre public, le juge peut dire, ça ne met pas en cause les intérêts du traité. Par conséquent, je ne vais pas l'imposer dans l'ordre public international. Voilà comment il va faire la pesée des moyens pour apprécier l'intérêt international d'une disposition. Et ce n'est pas seulement, comme le traité dit, des économies des États parties, c'est tout ce qui va toucher à l'économie des États parties. Et quelles sont les autres règles qui touchent, en dehors de l'OHADA, aux économies des États parties? Vous pouvez répondre, hein, tous. Oui, Abdiambou, Boubacar. En dehors des textes de l'OHADA, on ne vous entend plus là. Parlez plus fort. je dis qu'en dehors des actes de l'OHADA, ce qui touche à l'économie des États parties, on peut par exemple parler de l'accord portant la création de la zone de libre-échange d'Afrique, ZECAF. Vous avez compris la question, Arlette? Oui, il a parlé de la ZLECAF. De la ZECLAF. Oui. Ça peut être un intérêt qui sera pris en compte, mais il y en a de plus proches et qui sont déjà l'objet de traités qui sont appliqués. Effectivement, ensuite, il y a les textes de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la CIMA. Il y a la Vous CIMA. avez les traités de l'UEMOA, le traité de la CEDEAO, de la CEMAC, selon l'endroit où vous êtes, et même de la Charte africaine des droits de l'homme, puisque c'est là que la Cour de Paris
le 16 janvier 2018, qui est au Dallos 2018-1635, notre audit a dit que la résolution des Nations Unies qui avait une disposition protectrice des richesses des peuples était contraire à l'ordre public français qui adhère à cette conception. Vous voyez, si je vous ai donné la référence, c'est parce que c'est très révélateur, à mon avis, de la façon dont on raisonne l'ordre public international. Vous voulez que je répète la référence? C'est un arrêt de la Cour de Paris du 16 janvier 2018, numéro 15, barre de fraction 21705, qui a été publié au Dallos 2018, page 1635, avec une note audit AUDIT. Ça vaut la peine que vous essayiez de vous la procurer, mais vous pouvez frapper ça sur Google et ça risque de sortir. Google peut vous dire, vous donner cet arrêt. Vous pouvez aussi aller sur Légifrance et vous poser 15 21 705 et on peut espérer que ça va sortir. À ce stade, ai-je répondu à la question que vous me posiez, Adama Coulibaly, qu'est-ce que c'est que cet ordre public international? Est-ce que vous en avez là des éléments qui peuvent vous guider? Oui, professeur. Bon. Madame Malé aussi, au Cameroun? Oui, professeur. Bon. Non, je vérifie si je suis compris, sinon je recommence. Vous savez, il y avait un professeur de procédure civile célèbre à Paris, il disait « enseigner, c'est répétailler ». Donc, où on cherche à enseigner, ou on ne cherche pas à enseigner. Bien, ça c'est pour l'intérêt général de la zone, mais l'ordre public de l'OHADA international peut aussi défendre un intérêt particulier à un citoyen d'un État partie. C'est l'ordre public de protection. Alors, c'est plus difficile de trouver des exemples de cet intérêt. Mais par exemple, avec le Maroc, une entreprise française avait un marché qu'elle a sous-traité. Le droit français du sous-traitant est d'un marché de sous-traitance est très protecteur du salarié du sous-traitant. Et par conséquent, du sous-traitant lui-même. Et la Cour de Paris a dit, au nom de l'ordre public protecteur du sous-traitant dans l'ordre juridique français, la solution d'une sentence qui a été rendue au Maroc ne sera pas exécutée en France. Voilà, c'est le seul exemple que je puisse vous donner d'une protection d'un intérêt individuel dans l'ordre juridique international, qui a été négative et qui a été protectrice d'un intérêt français, d'un sous-traitant et du salarié du sous-traitant. Ça, c'est pour la sentence que j'ai dit internationale, c'est-à-dire rendue en dehors de la zone OHADA. Mais il y a des sentences qui vont être rendues dans la zone OHADA. D'abord, pour aller au plus simple, elle peut être rendue dans un pays donné. Et on a un exemple en matière OHADA, c'est au Bénin. Une sentence a été rendue au Bénin. Elle impliquait 2 entreprises béninoises. Le contrat a été exécuté entièrement au Bénin. Les parties étaient béninoises. Est-ce que vous allez soumettre une sentence comme ça à l'ordre public international?
Je répète, sentence rendue au Bénin, contractant béninois, exécution du contrat au Bénin. Est-ce que une sentence qui tranche un intérêt aussi béninois peut être soumise à l'ordre public international, qui suppose par le mot international quelque chose qui passe les frontières? Où les frontières sont-elles passées dans cet exemple? Nulle part, puisque tout se passe au Bénin. Eh bien, la CCJA a dit, dans ce cas-là, l'ordre public international n'est pas applicable. Et c'est l'ordre public du Bénin seul qui peut être appliqué. Donc, il n'y a pas d'ordre public de l'OHADA lorsque la sentence est exécutée ou validée dans le pays même où sont en jeu les intérêts commerciaux. Le traité ne joue aucun rôle là. Il n'est pas fait pour faciliter la gestion du Bénin. Il est fait pour que toute la zone profite des investissements étrangers. Et il n'y a pas matière à investissement étranger. Et il n'y a pas atteinte à l'économie de la zone. Alors on pourrait argoter, mais ils ont dit aux économies des États membres, mais comment appliquer un ordre public qui suppose un échange à travers les frontières à une opération qui est strictement nationale? Donc vous voyez, il n'y a pas dans l'ordre public de l'OHADA l'ordre public interne à un État. Ça fait deux ordres publics qu'il fallait distinguer. Mais la sentence peut aussi être rendue dans un pays de l'OHADA, un État partie, par exemple Abidjan, pour des intérêts économiques qui mettent en jeu le Cameroun et le Sénégal. Quel est l'ordre public que vous allez appliquer dans ce cas-là? Ordre public international? Vous pourrez me dire, les échanges entre le Sénégal et le Cameroun sont des échanges interzones, mais entre deux pays différents, ça peut être international. Mais quelle différence alors avec l'ordre public qui va protéger un investissement étranger ou le condamner? Il faut bien qu'il y ait une différence entre les deux. Et c'est d'ailleurs un Camerounais, Menfak. C'est bien ça, hein, Arlette? Gaston Menfak? Comment? Vous parlez de Gaston Menfak? Oui, c'est oui. Oui. C'est lui qui a inventé l'expression ordre juridique communautaire. Il a parlé d'un intérêt communautaire à la zone, mais à l'intérieur de la zone, toute la zone, pas un État tout seul, toute la zone. Donc vous avez trois distinctions à faire. Hors la zone, échange mettant en cause les intérêts du commerce international. 2, échange dans un État tout seul, ordre national. Échange entre pays de la zone, sentence arbitrale à Abidjan, exécution ou validation demandée au Sénégal ou mon téléphone ne veut pas s'arrêter. Voilà. Excusez-moi. Donc, entre le Sénégal et le Cameroun, il est intéressant de savoir ce que sera l'ordre public qu'on appliquera. Et Kemfak a créé le mot d'ordre public communautaire. Donc, vous avez l'ordre public international, l'ordre public national et l'ordre public communautaire pour les sentences qui sont rendues dans la zone, mais qui mettent en cause les intérêts entre deux États, mais c'est les intérêts de la zone à l'intérieur, les intérêts domestiques de la zone et pas internationaux de la zone. À ce moment-là, on recommence.
il n'y a aucune disposition qui va vous dire ce qu'est l'intérêt communautaire. On est toujours dans l'ordre public international. Ça, c'est seulement ce qu'il y a dans les textes. Par conséquent, à mon avis, là, vous devez reprendre la même mécanique. Ça sera l'ordre public des AU, certainement. Ce sera l'ordre public de tous les traités qu'on a cités tout à l'heure et l'ordre public de la charte partie des droits de l'homme et des peuples. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ordre public de l'OHADA. Si je résume, 1, l'ordre public, c'est ce à quoi on ne peut pas déroger. 2, ce à quoi on ne peut pas déroger, c'est limité parce que l'ordre public met un frein à la liberté contractuelle et que la liberté et l'intérêt mondial des échanges s'y opposent. Donc, interprétation 3, restrictive. Une fois que vous avez ces éléments, vous cherchez, est-ce qu'il y a une indication formelle ou pas? Si l'indication est formelle, je vous ai donné les 4 moyens, les 4 critères pour la détecter. Et si elle n'est pas formelle, c'est le raisonnement qu'on vient de faire jusqu'à présent pour arriver à voir si le problème est international, hors la zone, est-ce qu'il est conforme au but du traité d'accueillir les investissements? 2, si l'arbitrage est national, c'est l'ordre public de l'État considéré, donc c'est plus de l'ordre public vraiment de l'OHADA, c'est du national, et ce n'est pas de l'ordre public international. Et s'il est communautaire, ce n'est pas international au sens d'une sentence hors la zone, c'est une sentence conforme aux intérêts de la zone, entre États de la zone. Voilà. Alors, si vous avez des questions pour finir, je suis à votre disposition. Merci, merci, professeur Mercadal. Le résumé étant fait, moi, je n'ai plus rien à dire. On va passer la parole à Madame Malé qui la demande. Eh bien, on lui accorde. Bon, professeur, j'aimerais revenir sur la distinction que vous faites entre arbitrage interne, arbitrage intracommunautaire et arbitrage extracommunautaire. Vous dites, par exemple, dans le cadre de l'affaire que vous avez citée, notamment l'affaire Sonapra contre SHB, la CCJ a déclaré que la sentence arbitrale étant interne, il n'y avait pas lieu de mobiliser l'ordre public international. Mais cette décision n'était pas contradictoire avec l'esprit du droit OHADA dans la mesure où le droit OHADA de l'arbitrage n'opère pas de distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international? Ben oui, mais je vous ai dit que quand on ne trouve pas une solution formelle, pour ne pas être coupable de déni de justice, il faut inventer une solution. Le juge doit juger. Par conséquent, s'il y a, je reprends l'exemple de la solution béninoise, il constate que les intérêts sont tous concentrés sur le Bénin. Il dit, je ne peux pas appliquer un ordre international à une affaire qui se déroule qu'à l'intérieur de frontières bien délimitées et qui n'intéressent personne d'autre. Voilà la réponse. C'est la nécessité de juger. Il n'a pas besoin de trouver un texte qui lui donne la permission. Il doit juger, il invente. Donne-moi le fait, on dit, je te donnerai le droit. Le fait, c'est ce que j'ai dit, c'est tous ces éléments nationaux béninois. Le droit, c'est moi la cour qui te le donne. Eh bien, c'est que c'est national, ce n'est pas international. Donc, on ne peut pas déduire de l'expression hors public international qu'elle peut concerner un problème strictement béninois. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, j'essaye de comprendre. Je n'ai pas quoi? Je n'ai pas bien compris. Madame Manale essaie de comprendre.
Sauf qu'elle n'est pas d'accord. Elle critique la décision de la CCJA en réalité. Elle demande votre avis sur… Moi, je trouve qu'elle a bien jugé. C'est mon avis aussi. J'aurais jugé comme ça. C'est un Bon, débat moi, Il y a une affaire qui se Oui. passerait qu'au Cameroun. Vous allez la juger en fonction de l'intérêt d'attirance des investissements étrangers dans la zone OADA. Si elle n'a aucun impact, comme je vous ai dit, qui met en cause seulement… Vous pouvez prendre pour critère tous les éléments de parties, du lieu où la sentence est rendue, nationalité des parties, territoire interne, et après ajouter un critère que la sentence met en jeu comme intérêt. Est-ce qu'elle intéresse les échanges extérieurs de la zone avec les pays du monde? Est-ce qu'elle intéresse les échanges de la zone entre États parties? Est-ce qu'elle intéresse seulement les intérêts nationaux? Alors, si vous arrivez à dire qu'elle intéresse que, alors que ce sont des Béninois, que l'affaire est exécutée au Bénin, et si vous arrivez à montrer que cette décision a un impact sur les intérêts globaux de la zone, alors là, vous réintroduisez éventuellement l'ordre public de la zone. Professeur, ne pensez-vous pas qu'une conception aussi particulariste de l'ordre public va à l'encontre de l'esprit d'uniformisation du droit des affaires que prône l'OADA? Traduisez-moi, Arlette, parce que j'ai là un peu de fatigue pour mes oreilles. Madame Nalé demande simplement si vous ne pensez pas que cette façon de juger va à l'encontre de l'esprit même de l'OADA. Et pourquoi? S'il n'y a que des intérêts nationaux, l'OADA n'est pas faite pour les intérêts strictement nationaux d'un pays. L'OADA est faite pour favoriser l'économie globale de la zone. Ça, c'est un cas extrême où tout est enfermé. Bien entendu, si ça intéresse quand même, ça met en jeu les intérêts économiques de la zone, on appliquera l'ordre public international de l'OADA, puisque ça sera un intérêt, ou au moins le communautaire. On va peut-être prendre d'autres questions éventuellement. Je vois que Madame Nalé a peut-être… elle a une réticence. Voilà, il y a une réticence, elle a son analyse de la chose. Mais je ne vois pas pourquoi elle a cette réticence. Il faudrait qu'elle explique en quoi, à son avis, ça ne respecte pas l'OADA. Ça respecte l'OADA, mais ça se cantonne au Bénin, sauf qu'elle voudrait qu'il y ait une ouverture justement dans le raisonnement des juges. Oui. Je comprends que c'est ça, mais c'est ton avis, ça va être… Mais les juges ne peuvent pas… On leur dit appliquer l'ordre public international. Et ils voient qu'un intérêt national et ils se disent je ne peux pas appliquer un ordre public international à un intérêt national. En plus, ça reviendrait à réduire comme une peau de chagrin l'intérêt, l'ordre public de cette situation béninoise. Parce que l'intérêt international, l'ordre public international est très restreint, alors que l'ordre public national est plus large. Donc, la protection des intérêts d'ordre public ne serait pas la même. Là, je pense que je peux mieux vous faire comprendre avec ce qui vient de me venir à l'esprit. Si vous appliquez à une affaire strictement nationale, béninoise ou camerounaise, n'importe laquelle, vous allez appliquer le critère, le contenu de l'ordre public international. Si vous appliquez ce critère, vous ne protégez plus l'intérêt national et vous vous êtes mêlé d'un intérêt qui ne vous concernait pas, puisque vous, en tant que juge de l'OADA, vous devez statuer que sur ce qui est échange à l'intérieur de la zone ou à l'extérieur. Et vous vous mêlez d'une affaire strictement béninoise
qui va donc conduire à la validation de la sentence au mépris de l'intérêt du Bénin et demain du Cameroun, après ainsi de suite. Donc, professeur, vous résumez, on a dans la zone OHADA la cohabitation de deux ordres publics, l'ordre public international et l'ordre public interne des États partis. Je n'ai pas compris encore. Oui, c'est ça. Elle demande si, pour résumer, est-ce qu'on peut retenir qu'il y a l'ordre public national, l'ordre public international, et on rajoutera, comme l'a dit le professeur Comme tout à l'heure, l'ordre public je vous l'ai communautaire. dit, il y a 3 ordres. Communautaire. Voilà, Quand vous voulez communautaire. fixer, il y a 3 catégories d'ordre public à considérer. L'ordre public international, on va le réserver aux relations avec les pays tiers à la zone. L'ordre public strictement national et l'ordre public communautaire. Voilà. Et je vous les ai définis. Je pense que c'est clair là. Hein? Oui. Et maintenant, c'est Koulibaly qui demande la parole. Il y a entre-temps, monsieur Koulibaly, si vous permettez, il y a André Ngengo qui avait demandé la parole avant. Donc, alors, on donne la parole à André et puis ensuite à Adama. André, allez. Merci. Merci, bonsoir à vous et merci au professeur pour sa présentation. Ma préoccupation, c'est dans le prolongement de ce que Madame Lautra a dit, la solution pour régler le conflit entre les 3 ordres publics. La solution du conflit entre les 3 ordres publics, si j'ai bien compris le professeur et la position de la CCJA, c'est que lorsqu'il s'agit du conflit entre l'ordre public OHADA, l'ordre public international et l'ordre public interne, si les intérêts en jeu sont nationaux, alors il faut appliquer l'ordre public interne. National. L'ordre public national. Mais est-ce que cela ne remet pas en cause la primauté du droit OHADA consacré par l'article 10 du traité? Et aussi, il faut tenir compte que souvent dans les États internes, la conception d'ordre public est parfois extensive. Et bien sûr, plus extensive. Oui, plus extensive. Et ce qui est susceptible d'invalider la plupart des conventions ou d'invalider la plupart des sentences arbitrales. Est-ce que la solution idoine, ce n'est pas d'aller plutôt viser l'ordre public international qui est d'interprétation restrictive? Oui, mais à ce moment-là, d'abord, vous respectez mal l'expression ordre public international puisqu'il n'y a rien d'international dans l'enjeu. Vous êtes d'accord? Oui, professeur. À moins que vous démontriez ce que je vous ai dit tout à l'heure, à moins que vous démontriez que tout ce qui apparaît essentiellement national a une influence sur l'OHADA en général, sur l'économie de l'OHADA en général. Quel est l'intérêt mis en jeu? S'il est purement national, je ne vois pas en quoi l'OHADA peut avoir un motif de s'appliquer. On n'a pas voulu uniformiser tous les États. Et d'ailleurs, si l'OHADA, alors là, je crois qu'il faudrait, c'est une solution à laquelle je me rallie rarement, mais on ne pourrait prendre au nom de l'OHADA un intérêt strictement national que si tous les États révisaient le traité et au lieu de mettre ordre public international, mettez ordre public tout court. C'est la solution. Mais le mot ordre public international vient d'un Camerounais, Kemfak. J'ai assisté à la rédaction de l'acte uniforme sur l'arbitrage et j'ai vu la discussion. Ce que je vous expose a déjà été présenté à la commission et j'ai parlé à cette commission. Mais Kemfak a dit, devant la difficulté à cerner ces 3 types d'ordre public, il a tout balayé en disant, on a commencé dans le traité, il y a ordre public international et que ça, on s'en tient là. Ce n'était pas illégitime puisque le traité ne parle que d'ordre public international. Donc, il laisse au juge la porte ouverte à tout ce qui n'est pas international. Voilà comment en sortir.
Très bien. Si André est satisfait de la réponse, on va laisser la parole à Adama et puis ensuite à Yacoubou Silla. Adama, vous avez la parole. Alors, professeur, merci d'avoir en tout cas éclairé nos lanternes par rapport aux 3 ordres publics dont l'espace OHADA. Alors, ma question, elle est très simple, elle concerne la question de l'ordre public communautaire. Alors, ma question est la suivante. Quel serait le particularisme de l'ordre public communautaire en droit OHADA dans une perspective de comparaison avec l'ordre public, par exemple, communautaire de l'Union européenne? Eh bien, on peut s'inspirer. C'est le même problème. Nous, on a dit, dans l'ordre public communautaire, que l'ordre public communautaire fait partie intégrante de l'ordre public national. Donc, on doit s'y soumettre obligatoirement. Si c'est d'ordre public communautaire, on se soumet. Si ce n'est pas d'ordre public communautaire, on est libre de la décision. Voilà la situation. Et la Cour de justice de l'Union européenne a fait grand bruit en jugeant que la clause des traités d'investissement qui donne compétence à un tribunal arbitral était contraire à l'ordre, à la zone. Monsieur Mercadal, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, il y a eu un problème de connexion, on ne vous a pas entendu. La solution de la... Oui. L'ordre public de l'Union européenne, ce qui est affirmé ordre public de l'Union européenne, est automatiquement à respecter par les juridictions des États membres, comme on dit en Union européenne, on ne dit pas partie. Et la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la clause d'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement entre, là je pense que c'était l'ancienne Tchécoslovaquie avec un pays tiers. Donc les clauses d'arbitrage incluses dans les traités d'investissement sont condamnées par l'ordre public de l'Union européenne, car elle estime que la structure juridique de l'Union ne supporte pas cette interférence des arbitres dans la détermination de sa structure. Ça fait grand bruit. C'est beaucoup contesté, mais c'est jugé. Ça va, Koulibaly, c'est comme ça? C'est bon pour vous, monsieur? Il ne m'entend pas? Oui, Adama, est-ce que le professeur Mercadal a répondu à votre question? Il n'a pas l'air d'entendre. Oui, il a entendu, il a réagi, il a dit oui, c'est ça? Bon. Oui, mais il y avait un petit problème de connexion. Alors, petite précision, je pense que c'est à mon niveau là, le problème de connexion. Voilà. Donc, vous allez avoir dans l'ordre public communautaire tous ordres publics de l'OHADA, mais pas international. Pas apprécié en fonction de l'international. Voilà. C'est plutôt ça la formule exacte. D'accord, professeur. Merci. Merci. On va prendre monsieur Yacouba Silla Koïta. Ben, j'écoute sa question. Allez-y. Je vous remercie. Je voudrais déjà commencer par vous remercier, cher professeur, pour votre merci beaucoup. Pour vos enseignements. Alors, j'avais normalement 2 choses à dire. La première devait me conduire à aborder la question de l'hésitation qu'a pu avoir le législateur par le passé sur cette notion d'ordre public. On l'a constaté notamment avec l'ancien acte uniforme relatif à l'arbitrage qui traitait ou qui évoquait l'ordre public international des États signataires, tantôt des États parties, avant que le nouvel acte uniforme ne vienne simplifier les choses pour s'aligner sur... harmoniser. C'est cela, pour finalement retenir la terminologie qui est employée aussi bien par le traité
que par le règlement d'arbitrage de la CCJA. Donc ça, vous l'avez abordé et vous nous avez même introduit dans le secret des délibérations. La délibération. C'est cela. Donc, je n'insisterai pas dessus. Je voudrais en revanche vous emmener sur le terrain de l'arbitrage concrètement dit. Vous avez surtout accentué votre propos sur l'ordre public international tel qu'il est envisagé par le juge. En arbitrage, en particulier, il y a une notion, l'ordre public véritablement international ou encore transnational qui retient l'attention. L'arbitre, normalement, n'a pas d'obligation juridique d'appliquer l'ordre public. Il le fait, en général, pour des raisons d'ordre pratique. L'arbitre qui souhaite que sa sentence soit appliquée, obtienne l'exéquatur et soit appliquée dans un état donné, va s'assurer que ces sentences-là se conforment à l'ordre public. Mais la question est extrêmement difficile dans la mesure où plusieurs ordres publics se présentent à lui, étant donné que l'arbitre, d'après la terminologie de Goldman, n'a pas de fort. Par conséquent, il y a différents ordres publics d'origine diverses, de sources diverses qui se présentent à lui. C'est d'abord l'ordre public du siège, de l'arbitrage. Il y a aussi l'ordre public de la lex causa. Il y a l'ordre public du lieu d'exécution, etc. Donc, devant cette myriade d'ordres publics qui se présentent à lui et qu'il est invité à appliquer pour des raisons d'efficacité, la tendance libérale veut que l'arbitre se limite, dans sa version extrême, se limite à l'application d'un ordre public qui est considéré comme étant celui admis par la plupart des États. C'est ce qu'on a appelé l'ordre public transnational, notamment le professeur Pierre Lalive dans un article pionnier de 1986. À votre avis, dans l'espace OHADA, si l'arbitre devait se limiter à un tel arbitre, à une telle vision finalement laxiste ou en tout cas très libérale. Élargie, très libérale, très extensive. Très extensive de l'ordre public, est-ce qu'il n'y aurait pas un abandon de cette notion d'ordre public communautaire que vous avez abordée et sur laquelle vous avez insisté? Autrement dit, est-ce que vous voyez d'un bon œil cette application assez extensive de l'ordre public international? Moi, je suis tout à fait contre, parce que l'ordre public, ça défend les intérêts vitaux d'une économie. Par conséquent, la position, et il y a un arbitre qui l'a jugé. Vous avez très bien présenté votre propos en disant s'il se soucie de l'exécution de sa décision, il doit prendre en compte l'ordre public. Donc ça, c'est très bien, c'est bien vu et je suis complètement d'accord. Mais à partir du moment où il veut prendre en compte le risque, il doit prendre en compte les intérêts vitaux de la zone OHADA. Et l'intérêt vital de la zone OHADA, c'est que son économie prospère. Si vous avez une clause qui contrarie cette prospérité économique, aussi bien dans le domaine international que dans le domaine communautaire, elle doit être condamnée au nom de l'ordre public. Sinon, vous ne défendez pas, vous ne vous conformez pas à la mission fondamentale de l'ordre public, défense de l'intérêt général. Vous pouvez me... Est-ce que je pourrais renchérir? Madame Bokovi, je vous demande la permission. Oui, allez-y. Oui, je voulais juste indiquer que cette notion, cette tendance libérale a dépassé en quelque sorte la sphère même de l'arbitrage, c'est-à-dire de la justice privée, et fait incursion devant les prétoires des juges étatiques, dans la mesure où, par exemple, récemment, on l'a vu avec le tribunal fédéral suisse, qui a fait application de l'ordre public transnational en utilisant le terme de façon expresse dans sa décision. C'est l'une des rares juridictions qui a pu le faire, et la définissant, cette notion, comme étant l'ordre public qui inclut les valeurs fondamentales, les droits fondamentaux, sans égard au fort, à n'importe quel fort étatique, c'est-à-dire sans égard
aux spécificités liées à tel ou tel pays. On peut penser que les intérêts du commerce international, si on est bien sûr dans cette vision, ce n'est pas forcément mon avis, les intérêts du commerce international, d'autant plus que l'OADA est d'abord, on l'a dit en début d'activité, est d'abord destiné à ces échanges commerciaux-là, impose peut-être de lever un peu le pied, c'est-à-dire de ne pas être très rigoureux dans l'application de l'ordre public, au risque de faire peut-être fuir des investisseurs qui sont habitués peut-être devant d'autres forts à une conception plus ouverte de l'ordre public. Mais je vous ai dit qu'on appliquait par principe une conception restrictive de l'ordre public dans les échanges internationaux. Il faut garder ça à l'esprit. Ma construction, elle tient compte de cela. Si vous aviez... je ne peux pas répondre à tout, mais si vous lisez ça, vous allez voir combien il y a de décisions qui définissent l'ordre public. Et par exemple, je faisais allusion à ce qui sera sur le site, ces décisions de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Eh bien, eux-mêmes, les tribunaux de ces États, comme celui du Nigeria, ont jugé l'ordre public doit être interprété de telle sorte que les échanges internationaux soient plutôt favorisés. Mais il y a des moments où on ne peut pas. Par exemple, le Zimbabwe, quelle était une des décisions? Vous savez que le Zimbabwe a fait une réforme agraire importante. Eh bien, la sentence arbitrale n'a pas voulu tenir compte ce n'était pas une sentence arbitrale, c'était un jugement d'un État dont on demandait l'exéquatur au Zimbabwe. Et il a répondu, cette réforme agraire, elle est un acte fondamental de l'économie nationale. C'est un intérêt vital puisqu'on a adopté ça. Et par conséquent, ils ont refusé l'exéquatur du jugement. Donc, on ne peut pas s'en tenir à ce qui est universel. Je voulais citer la corruption, etc., etc. Il faut aussi tenir compte à quoi sert cette législation pour la zone. L'OADA, c'est fait pour attirer les investissements. Donc, il faut calquer l'ordre public international sur les investissements. Et dans l'ordre public communautaire, on doit faire le même raisonnement. Est-ce que la sentence n'est pas défavorable à l'essor économique de la zone? Voilà. Ça vous va? Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Ah non, mais je préfère avoir à répondre à vos questions que de parler tout seul. Eh bien, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Moi, je veux bien. Je ne vois pas de nouvelles mains levées. Monsieur Koita, si vous avez fini, vous pouvez baisser votre main si vous n'avez pas d'autres questions. Oui, Adama redemande la parole s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé avant. Adama, vous avez la parole et on terminera avec votre intervention et la réponse du professeur. Juste un ajout. Donc, d'une manière résumée, ce que je comprends à travers l'intervention du professeur, alors chaque fois qu'on sera appelé à déterminer l'ordre public, qu'il s'agisse de l'ordre public national, international ou communautaire, il faut toujours tenir compte donc des intérêts vitaux donc, qui sont mis en jeu. Il y a une décision du tribunal, je crois, de commerce de Paris qui le dit magnifiquement. Elle est citée dans mes livres, mais je ne peux pas tout vous lire. Allez-y, poursuivez Adama. Comment? Adama, on n'a pas fini, donc oui. Alors, allez-y. Je crois que le professeur a déjà terminé la phrase, parce que... Voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, quand je comprends, une fois que j'ai compris le système, je peux répondre. Moi, je vous félicite pour votre participation. J'aimerais qu'il y en ait encore plus. C'est pourquoi j'ai appelé ces séances interactives. J'espère
qu'elle vous apporte quelque chose. En tout cas, tous les ans, je compte faire 2 webinaires sur les intérêts juridiques de l'OHADA. Le prochain sera l'examen au dernier trimestre de l'année de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères dans la zone OHADA. Et je me ferai épauler là parce qu'il a écrit là-dessus un gros article par Jimmy Kodo. Merci beaucoup, professeur. Merci C'est à toujours vous. un plaisir pour nous Moi, de je vous suis très écouter content et d'apprendre auprès de vous. Vous voyez, je suis largement à la retraite et j'accepte de travailler à cette heure-là pour vous parce que ça m'intéresse. Merci infiniment, professeur. Et merci à Arlette parce que sans Arlette, ça ne se passerait pas. Oh, Vous devez la remercier. Vous êtes gentil. Ah oui, effectivement. Alors, au passage, on vous salue également pour tout votre effort dans la promotion du droit de l'OHADA. Merci beaucoup, Adama. Merci à tous. C'est un effort collectif. Et au revoir à tous. Et nous sommes ravis de passer ce moment avec vous. Merci à tous. Merci au cabinet Sam qui nous a accompagnés et puis au cabinet Siroada Exactement. également. Vous avez bien raison de le remercier. Et à Collet et Sidi. Et Sidik. Et puis, oui, Arnaud qui était également à la partie technique. Merci à tous et puis rendez-vous très prochainement pour une autre visioconférence, n'est-ce pas, professeur Mercadal? Ah ben oui, mais la prochaine sera d'un intérêt plus général. Ah ben oui, mais tout le monde est intéressé également. Merci à vous, à bientôt. Ça ne veut pas dire que tout le monde, elle sera ouverte à tout le monde quand même. Bien sûr. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.